La publication d'une tranche de votre journal depuis 1966 constitue un événement littéraire d'importance internationale. Mais je crois que le journal lui-même, dans son intégralité, constitue un événement qui, à mon avis, n'a pas d'équivalent dans la littérature. Un journal poursuivi pendant si longtemps et qui comprend aujourd'hui, si je ne m'abuse, au moins 20 000 pages et près de 200 cahiers, n'est-ce pas? Vous avez commencé à écrire ce journal très jeune. Vous aviez quel âge? J'ai commencé à 11 ans, mais ce n'était pas un journal à ce moment-là. Je croyais que c'était plutôt une lettre à mon père pour faire la description du voyage en Amérique qui me faisait grande peur. Et je pensais lui envoyer pour le convaincre qu'il devait nous rejoindre. Alors c'était pas tout à fait tenu pour moi, c'était pour lui. Le journal de voyage, la description d'Amérique. Ça a commencé avec une intention différente. Enfin, c'était fait pour être donné. Donc au début, une longue lettre au père et par la suite une longue lettre à vous-même et à vos amis et finalement une œuvre qui, j'espère, sera publiée intégralement parce que ce qu'on en connaît à l'heure actuelle, il y a déjà 3 tomes de parus, mais 2 qui sont traduits en français, est exceptionnel parce que c'est peut-être la première fois qu'on sent vraiment une psychologie féminine en action et en évolution. Et pour comprendre davantage cette évolution qui a été la vôtre, et puisque vous avez parlé de la lettre au père pour le convaincre de revenir, il serait peut-être utile de parler d'une période de votre vie qui n'est précisément pas couverte par le journal. Le journal publié jusqu'à présent couvre la période de 1931 à 1944. Et vous êtes né en 1903. Et il serait intéressant de savoir ce qu'a été votre père et ce qu'a été votre mère. Votre père, d'abord. Ce nom de Nin est un nom qui, au Canada français, sonne étrangement. Oui, c'est un nom espagnol, très espagnol. C'est un nom catalan même. Ma mère était française, aussi en partie danoise, mais nous étions tous à Paris à l'époque où a commencé ma vie. Mon père était le plus jeune professeur de musique à la Scola. Alors déjà à 11 ans, j'avais vu au moins 11 pays, 11 foyers différents. Il était ce qu'on appelle un pianiste de concert oui, aussi. Oui, parce qu'il voyageait pour ses concerts et nous suivions. Enfin, une année après, il disait la musique est mieux ici ou là. On partait pour Belgique ou pour l'Allemagne, pour tous les pays, l'Espagne. Mais on revenait toujours à Paris. Où vous êtes né, c'est-à-dire à Neuilly, dans la banlieue de Paris, n'est-ce pas? Oui, ce qui a d'ailleurs un étrange retour, parce que plus tard, quand j'ai pris la péniche, on m'a renvoyé à Neuilly, à mon point de départ. Alors, quand un été, quand j'avais 11 ans, mon père a dit qu'il partait en tournée, mais il voulait vraiment nous quitter définitivement. Et moi, je l'ai senti. Ma mère ne l'a pas su, moi, je l'ai senti. Et c'est après ça que nous avons été rejoindre les grands-parents alors en Espagne, et que ma mère a fait le projet d'aller en Amérique parce qu'on lui avait dit qu'une femme seule avec 3 enfants pouvait se débrouiller mieux. Alors nous sommes partis. Moi, je craignais beaucoup ce voyage, l'éloignement du père, parce que je n'avais pas tout à fait accepté que c'était pour toujours. Et c'est alors qu'a commencé le journal, pour l'attirer. C'était une vie nomade, je n'avais pas eu le temps d'aller à l'école, d'apprendre ni le français, ni l'espagnol bien, enfin pour écrire. On apprenait tout par les personnes qui venaient à la maison. C'est d'ailleurs la meilleure, c'est encore un moyen que j'aime apprendre des autres. Et ce voyage en Amérique a été le commencement, et une fois que je l'avais commencé, le premier volume, j'ai voulu l'envoyer. Ma mère a dit, je crois que le journal l'amusait, elle a dit il ne faut pas l'envoyer, il va se perdre en route. Et alors j'ai été forcément un petit peu enfermée en moi-même par ce fait-là que le journal n'allait plus à la personne à qui il devait aller.
Je crois que parce que vous l'avez dit dans votre journal, on peut le dire ici, vos sentiments à l'époque étaient surtout des sentiments de culpabilité. Vous croyiez que vous aviez fait quelque chose qui n'était pas bien, et c'est cela qui avait précipité le départ de votre père, ce qui ne correspondait pas à la réalité, n'est-ce pas? Non, c'est une interprétation que les enfants font quelquefois, que si le père les laisse, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas été assez sages, ou assez gentils, ou assez jolis, ou... Toutes ces choses ont eu certainement une influence dans ma vie, parce que l'enfant prend ça pour soi-même. Il ne dit pas c'est toute la famille qui l'a abandonné. Non, c'est chaque enfant séparément. Chacun l'a pris d'une façon différente. Alors moi, c'était pour écrire, c'était pour lui faire plaisir, pour l'intéresser, pour qu'il continue à s'intéresser à la famille. Alors j'avais fait le portrait de toute la famille. Beaucoup de portraits dans le journal. Ce n'est pas tout à fait un self-portrait. Mais comme j'étais dans un pays et je ne connaissais pas la langue, j'étais isolée de mes amis. En grande partie, le journal est devenu le confident, l'ami, le fiancé, enfin tout ce que peut imaginer une petite fille qui n'a pas beaucoup d'amis parce que je ne parlais pas l'anglais. À New York, à l'âge de 11 ans, vous avez fait des études. Quelle sorte d'études? On m'a envoyé à public school. Oui, une école publique. Là, oui, j'ai appris l'anglais, mais je détestais cette école parce qu'on essayait de nous niveler, de nous enlever ce que nous avions d'Europe. On n'aimait pas quand on disait bonjour et au revoir. Ce qu'on appelait les belles manières en Europe n'étaient pas acceptées dans ce quartier de New York, c'est ça? Et plus grave encore, je découvrais l'anglais. Et je le découvrais d'une façon, je le découvrais tellement riche, je voulais l'employer tout le temps. J'employais des mots pas courants du tout. Et alors les professeurs des mots croyaient que vous trouviez où? Oh, dans le dictionnaire, dans la lecture. Et j'avais ce goût de la recherche de la langue. Alors la professeure croyait que c'était une chose prétentieuse. Elle me disait, il faut aller au coin acheter des revues quelconques et apprendre l'anglais de la rue, enfin l'anglais de tous les jours. Et ça m'ennuyait énormément. Et j'ai quitté l'école avant l'âge légal, enfin, parce qu'il faut aller à l'école en Amérique jusqu'à l'âge de 16 ans. À 14 ans, j'ai quitté. Je me cachais de la police. Enfin, j'étais le premier, peut-être, drop-out, comme nous disons aujourd'hui. Vous aviez déjà, alors, un certain esprit de rébellion contre... Oui, très bien caché, mais il était là. Et il explique d'ailleurs, je crois plus tard, ma protection de tous les rebelles. Parce que je semble choisir ceux qui sont en rébellion, comme Miller qui avait sa révolution à lui, comme le docteur Rank plus tard qui était rebelle contre le dogme de Freud, Artaud qui était le rebelle contre le surréaliste. J'avais un penchant pour les rebelles, peut-être parce que moi je ne faisais pas mes propres révolutions. Si vous évoquez votre adolescence, quelle sorte de jeune fille étiez-vous? Timide, et je ne disais pas un mot. Pas un mot? Je ne parlais pas. C'est encore là que le journal vous permettait de vous exprimer. Oui. Vous n'auriez pu pas me tirer un seul mot si j'étais ici, même à 16 ans. Enfin, je ne parlais pas du tout. J'écoutais, j'observais beaucoup, j'écrivais beaucoup, mais je ne pouvais pas me confier. Est-ce que vous lisiez beaucoup? Je lisais énormément. Oui, je lisais même pendant que je faisais le ménage. Enfin, je lisais tout le temps. Est-ce que votre mère avait une bibliothèque assez considérable à la maison ou quoi? Ah non, ça c'est une grande dette que je dois à l'Amérique. C'est la bibliothèque libre, où les livres ne coûtent rien. Et j'allais tous les jours, et comme je n'avais pas de guide pour lire, je lisais de A à Z. Enfin, je lisais tout ce qui se trouvait sur par ordre alphabétique et sans aucune autre filiation que vous avez le Public Library. J'ai même parlé au Public Library en le remerciant d'avoir donné tous les livres que j'avais besoin à cette période. C'était beaucoup. Je revenais avec les bras chargés de livres. Toute cette période de votre vie à New York et jusqu'en 1931, entre-temps vous étiez marié et en 1931 vous êtes allé à Paris. Toute cette période de votre vie, dis-je, n'a pas été publiée puisque votre journal commence précisément en 1931. Est-ce que vous avez l'intention de le publier ou pouvez-vous expliquer pourquoi vous n'avez pas commencé par les premiers cahiers de votre journal? Oui, j'ai dû prendre une décision. Je trouvais moi-même ces années plus ou moins isolées, solitaires, où le journal ressemblait plutôt au journal d'Amiel que à mon journal d'aujourd'hui. Je trouvais ça ennuyeux.
et pauvre de vie. Enfin, je ne lui donnais pas énormément de valeur. Je ne croyais pas que ça avait beaucoup d'intérêt. Et j'ai choisi spécialement le moment où je me suis vraiment entrée dans ce que j'appelle la vie et les amitiés avec les autres, les rapports avec d'autres personnes et où cette espèce de timidité dans laquelle j'étais enfermée s'est brisée. Et je croyais que ça, c'était le moment intéressant et c'est là que j'ai pris les années 30. Mais les lecteurs des années 30, de la partie du journal qui couvre les années 30 et le début des années 40, seraient fortement intéressés à ce que vous publiez, justement cette partie qui précède, parce que c'est ça qui permet de comprendre l'évolution. Vous nous en avez donné quelques bribes verbales, mais peut-être pour respecter le désir que vous aviez, que vous manifestez encore, nous pouvons sauter tout de suite à Paris en 1931, c'est-à-dire à Louvciennes, hein, en banlieue de Paris. Paris qui n'était pas à ce moment-là pour vous une découverte, puisque vous avez passé 11 ans, mais qui était une redécouverte d'une jeune femme qui n'avait pas 30 ans. Ce Paris, qu'est-ce qui vous a poussé à y aller, à y retourner, veux-je dire? Il y avait deux raisons. C'était d'abord mon désir toujours de revenir en France. Mais il y avait aussi que mon frère allait être musicien, il voulait faire ses études de musique en France. Et c'était un choix, vraiment une chose que j'avais toujours voulu. Et ma mère aussi voulait naturellement revenir en France. Mais d'un côté, on est revenu à une France que nous ne connaissions plus. Alors il fallait que je refasse mes amitiés. Et c'est pour ça que je me suis trouvée à Louvciennes, aussi isolée que j'étais au commencement en Amérique, sans amis. Et quand j'ai fait mon premier livre sur Lawrence, D.H. Lawrence, l'auteur de la livre, Lady Chatterley, le premier livre fait par une femme. D'autres femmes ont écrit à son propos personnellement, mais pas en étudiant ses livres. Alors quand j'ai fait ce livre, c'est ce livre qui m'a apporté les amitiés. J'ai toujours dit que chaque livre m'a été une évasion de la prison, de la solitude, et que ça m'a amené des amitiés. Ça m'a amené l'amitié avec Miller et sa femme et d'autres écrivains. Dont nous allons parler peut-être un peu plus longuement, mais je voudrais auparavant savoir dans quelle mesure le fait d'écrire votre journal vous a permis de découvrir que vous aviez une vocation d'écrivain. C'est un peu paradoxal avec moi, je crois, parce que j'écrivais, avant d'écrire le journal, j'écrivais des contes d'aventure, des pièces de théâtre. Quand vous étiez toute jeune, on dit à 8, 9 ans. Oui, 9 ans. Alors le journal, des fois je dis, il n'est pas été écrit par l'écrivain, et d'autres fois je me rappelle que j'ai dit à 11 ans que l'arrivée à New York n'avait pas été très bien écrite et qu'il fallait recommencer, comme un devoir d'écrivain alors. Mais après, c'est devenu tellement naturel et tellement inconscient que je ne peux plus me dire que je le faisais en pensant que j'étais un écrivain. Parce que je croyais et je m'étais promis que personne ne l'allait le lire. Et c'est cette condition qui lui a donné cette chose de vérité, parce que je crois encore que si ça avait été fait pour être lu, il n'aurait pas eu la même nature. Mais il était fait pour être lu par une personne, par votre père, n'est-ce pas? Seulement au commencement. Après, oui. je savais que ça n'allait plus être parce que à 16 ans, quand j'ai passé du français à l'anglais, je savais qu'il ne lisait pas l'anglais. Donc à ce moment, ça a été la vraie séparation du journal qui n'était plus pour le père. Et ce journal, vous avez dit vous-même qu'il était votre refuge, votre drogue, presque, votre vie. Vous l'avez fait d'une façon constante, n'est-ce pas? Et vous continuez à l'écrire encore. Oui, jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, peut-être? Presque ce matin, à 7 heures du matin. Mais... Et votre vie à Paris, durant les années 30, c'est une sorte de mélange, de flot ininterrompu entre ce que vous écriviez dans votre journal et ce qui se passait dans votre vie réelle, de sorte qu'on découvre en le lisant l'impression que vous faisaient non seulement les personnes, mais les événements, les odeurs, les couleurs de Paris. Et à ce titre-là, ça constitue un témoignage extraordinaire de cette période. Et des gens avec qui vous avez été associés, des gens qui vous ont entouré, que vous avez connus. Vous mentionniez tout à l'heure Henry Miller, qui nous avons eu l'occasion de nous entretenir au sel de la semaine,
l'an dernier. Meller, qui était à ce moment-là à Paris, une sorte de rebelle, en tout cas en marge de l'establishment, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Dans quelles circonstances précises avez-vous fait sa connaissance? Quelqu'un lui a donné mon livre sur Lawrence à lire, et il a fait un commentaire qui d'ailleurs allait être assez prophétique. Il a dit: je n'ai jamais vu quelqu'un écrire si doucement de choses si fortes. Et lui, il avait fait, il avait dit avec douceur. Il avait fait un article sur Buñuel d'une grande violence, et alors moi je me suis dit: je n'ai jamais vu quelqu'un écrire avec une telle violence et une telle passion sur un thème comme Buñuel qui m'intéressait. Alors quelqu'un l'a amené à la maison. Il avait d'ailleurs une liste de possibilités de dîner. Il avait une liste où il était sûr d'avoir un dîner. On lui avait donné mon nom. Et il est venu dîner parce que c'était très important pour lui. Et alors après, nous sommes devenus très amis. Il a visité toute la maison. Il a été dire bonjour à ma mère. Enfin, il a aimé toute l'ambiance et il était très content. Et nous sommes devenus très amis. Il a commencé à m'envoyer des lettres, même pendant qu'il travaillait à Paris. De Paris à Lausienne, je recevais des lettres de 40 pages sur son travail, justement, les livres qu'il avait besoin, le développement du roman. Et dans ces choses-là, je prenais toujours le parti de la femme. Enfin, je jouais le rôle de la femme en dialogue avec lui pendant qu'il écrivait. Il préparait à ce moment-là le Tropique du cancer, n'est-ce pas? Où il raconte sa vie avec June, sous le nom de... C'était un moment très difficile pour lui. June n'était pas là à ce moment-là quand je l'ai connu. Elle était à New York et elle lui avait procuré l'argent pour qu'il vienne à Paris. Oui, pour être écrivain. Pour être écrivain, oui. Il y avait beaucoup cet idéal de Paris. Et elle est venue le rejoindre, mais d'après les confidences qu'il nous a faites au sein de la semaine, on avait le sentiment, en l'écoutant, qu'il s'agissait vraiment d'un couple terrible qui ne se réunissait que pour mieux se déchirer. Est-ce aussi le sentiment que vous aviez? Oui, ça c'était vrai. On voit ça dans ses livres, et on voit ça dans le journal. C'était la première fois que j'avais vu un couple en guerre, enfin ce que j'appelle vraiment avec la guerre déclarée. Et j'essayais de jouer un rôle d'harmoniser, que je n'ai compris que plus tard. C'est une femme psychologue qui a écrit sur ça, que comme mon père et ma mère s'étaient séparés, j'essayais toujours de réunir les gens qui étaient en guerre avec eux-mêmes, dans les mains. Alors j'avais essayé ça, mais ça n'a pas réussi. Quelle impression avez-vous ressenti en rencontrant June pour la première fois, la femme de Meller? J'étais très très impressionnée par June. Moi qui étais tellement enfermée et timide, il me semblait que c'était la femme idéale qui était libre, qui avançait dans la vie avec beaucoup d'audace, qui était déjà en pleine maturité. Tout ce qu'une jeune femme peut vraiment admirer. Elle était très impressionnante, très dramatique, habillée d'une façon qu'on ne pouvait pas oublier. Et il m'a beaucoup impressionnée, et alors j'ai compris un peu mieux le tourment de Henry, qui se disait obsédé de vérité, qui avait épousé quelqu'un qui faisait des mythes tout le temps, qui était mythomane. Lui, il disait des mensonges, moi j'appelais ça mythomane. Elle inventait la vie, elle inventait toutes les situations. Et lui, il jouait un peu le rôle Simenon, détective, qui voulait absolument prouver que c'était des mensonges. Et j'ai été pris dans cette... Oui, parce qu'il voulait en même temps se servir de vous pour savoir si... Oui. Pour que son enquête aboutisse. Moi, je devais être l'espionne qui allait dire si c'était vraiment... Mais enfin, ça n'a pas été comme ça, parce que je me suis pris d'amitié pour elle, et je sentais ce déchirement entre les deux. J'étais plutôt... les deux me faisaient vraiment beaucoup de chagrin de les voir. Il se faisait tellement de mal, n'est-ce pas? Elle lui faisait mal comme écrivain, et lui, il lui faisait énormément de mal en ne l'acceptant pas. Déjà apparaît un trait de votre personnalité qui, je crois, est encore présent, celui de chercher à aider des gens que vous sentez fragiles ou vulnérables, ou qui ont une fissure. C'est presque un besoin maternel, ne trouvez-vous pas? Oui, cette espèce de sympathie ou de me mettre à la place des autres continue toujours, mais elle était surtout dirigée vers l'artiste à ce moment-là, ou ceux qui
faisait quelque chose de bien, mais qui avait besoin d'être protégé. Je pense que toute ma vie, j'avais vu l'artiste en difficulté. Mais c'est aussi une obsession que j'avais même enfant, d'avoir un orphelinat, je ne sais pas, ça peut être astrologique aussi. C'est un besoin de dévouement qui apportait quoi comme compensation psychologique? Qui m'apportait beaucoup, parce que je crois qu'un être timide veut servir à quelque chose d'abord. C'est une façon de sentir on fait partie de la vie. Quand on est en dehors de la vie, il y a deux façons de l'apprendre, non par amour ou alors par rebelle, par la haine. Miller a plutôt fait la guerre à la société et puis après on l'a accepté. Moi j'ai essayé plutôt d'aimer. Et ça m'a apporté énormément. D'abord toutes ces amitiés très, très passionnées, très profondes. Et puis une vie que je ne connaissais pas. La vie de Miller était tout à fait inconnue pour moi. Je serais restée dans une maison enfermée dans une bibliothèque comme beaucoup d'écrivains français qui ne vivent jamais dans la rue. Les lecteurs de Miller se souviendront que c'est vous qui avez écrit la préface de Tropique du cancer. Mais ce qu'on sait moins, c'est que vous avez même payé l'impression du livre. Oui, on ne parlait pas de ça, mais j'ai souvent senti qu'il fallait peut-être le dire parce qu'il faudrait qu'on se rende compte que l'écrivain a besoin d'être aidé, et l'artiste en général, et que beaucoup de choses ne se seraient jamais faites autrement. Oui, quand vous en avez parlé dans votre journal, personne, je crois, n'a eu le sentiment que vous cherchiez à vous mettre en valeur parce que vous aviez payé l'impression. J'y croyais, je croyais au livre, je connaissais le côté commercial de l'édition, je savais que M. Kahan n'allait pas prendre une chance aussi grande, et on a simplement vu la réalité. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains à ce moment-là devaient faire ça. Ça s'est passé souvent en France, même Proust. Oui, bien sûr, publié à compte d'auteur. Mais lui-même, Henry Miller, avait confiance en vous, en vos talents d'écrivain. Vous lui aviez montré des fragments de votre journal, n'est-ce pas? Oui, je l'ai montré, et surtout quand tout le monde me disait d'arrêter le journal pour faire des romans. Alors j'avais trouvé ce moyen, ce n'était pas tout à fait conscient, mais enfin le résultat était le même. Je montrais les portraits et alors ils me disaient, bon, alors continuez le journal. Ils aimaient leurs portraits. Mais il leur aimait beaucoup de voir comment je l'avais décrit, et ce que j'avais décrit, et la mémoire que j'avais des conversations. Alors ils prenaient des notes aussi. Au nombre de ces rebelles que vous fréquentiez, que vous aidiez, à qui vous étiez dévoué, il y a Antonin Artaud, qui est un transfuge du surréalisme et qui a été le créateur, en quelque sorte, du théâtre de la cruauté. Artaud, oui, qui est mort finalement dans un asile d'aliénés à Rodez. Mais à l'époque où vous l'avez connu, quelle sorte d'homme était-ce? Il était à ce moment-là très beau, très dramatique, très renfermé en lui-même. Il montait justement la pièce de Béatrice Cenci. Il avait des idées tout à fait nouvelles sur le théâtre. Et moi, je sentais que je comprenais ce qu'on appelait sa folie, qui d'ailleurs était à ce moment intermittente, qui n'était pas continue. Il avait des moments très lucides sur lui-même. Dans la lettre qu'il écrit dans le journal, il décrit très bien son état d'âme, enfin, oui, son état d'esprit. Mais il était en pleine activité et tout le monde l'aidait à monter Cenci. C'est après les choses cruelles qu'on a dit sur la pièce de théâtre, je crois qu'il a commencé à se désespérer, vraiment. Il avait déjà fait beaucoup de très beaux livres, comme L'Art et la Mort. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très très beau. Et il y avait aussi, ils n'auront pas le temps de parler de tous, mais il y avait Carteret, il y avait Conrad Maurican qui s'occupait d'astrologie aussi, que vous avez fréquenté à l'époque. Oui, et lui, c'est un personnage très intéressant qui avait connu Max Jacob, Sandrard et Picasso, qui nous racontait tant de choses, qui était vraiment poète. Son astrologie était vraiment de la poésie. Et il dirigeait nos vies dans sa petite chambre d'hôtel. Enfin, il nous disait qui allait s'entendre avec qui. On lui donnait les dates sans lui dire si c'était un homme ou une femme, ou rien du tout, vraiment. Et il faisait des descriptions. Avant de me connaître, il a fait une description de moi selon le livre de Maison de l'Inceste. Il a décrit une œuvre de fond de mer, de tous les éléments de ce livre, sans m'avoir vu.
Mais la passion que vous éprouviez à ce moment-là pour l'astrologie n'allait pas, j'imagine, jusqu'à croire aux prédictions de l'astrologie. Non, là aussi j'étais rebelle, comme ils disent, on ne peut pas faire ça, on fait ceci, on ne peut pas voyager. Non, je n'ai jamais pris ce côté. C'est le côté caractériel, caractérologique. Oui, le côté descriptif du caractère, j'aimais beaucoup. Les termes qu'ils employaient pour décrire une personne, ou une nature, ou des conflits. C'était un très beau langage, surtout quand Maurican l'employait. C'est aussi de la même époque, et plus précisément de 1933, que date ce qu'on pourrait appeler la réapparition de votre père, n'est-ce pas? Nous avons eu une réunion, enfin, on s'est retrouvés, on a essayé de s'entendre. Vous êtes retrouvés, vous et lui? Oui, je lui ai écrit, quelqu'un m'a dit qu'il avait beaucoup de chagrin, que nous n'étions jamais venus le voir. Et a fait le lien, vraiment, a refait le lien, c'était un jeune musicien. Alors, je lui ai écrit que j'étais prête à le voir. Je me sentais maintenant, enfin, assez de maturité pour le comprendre, pour le retrouver. Était-ce encore le grand séducteur, l'homme couvert de femmes? Oh oui, à 50 ans, il était tout à fait extraordinaire. J'ai bien décrit dans le journal qu'il avait été gâté justement par ce côté-là de charme. Il avait un charme et personne ne pouvait résister. Alors il est venu, nous avons essayé de nous entendre, voir quelles étaient les ressemblances, sur quel terrain on pouvait se comprendre. Mais il y avait déjà des grandes différences. Et je menais déjà une vie que lui, il n'aimait pas, c'était la vie de bohème. Et il aimait la vie de salon. Et comme j'avais fui justement toutes ces valeurs de société, de salon, d'artifice, et que je fuyais justement dans le sens contraire, ça avait été très difficile de se trouver d'accord. Enfin, vous vous êtes par la suite revus à quelques reprises, mais il n'y a jamais eu ce qu'on peut appeler une réconciliation véritable. Non, non. Seulement à son départ pour Cuba, quand la guerre a été déclarée, à un moment donné, il a laissé, parce que c'était un homme qui portait un masque, c'était impossible d'avoir des vrais rapports avec lui. Alors à ce moment, le masque est tombé, il a été très sincère. À un moment de crise, qui partait pour la France, il a eu une syncope à son 1000e concert. Mais je savais aussi que c'était la séparation une autre fois, que vraiment on n'avait pas réussi à être très près l'un de l'autre. Je ne veux pas faire d'analyse psychologique à la petite semaine, pensez bien, mais est-ce qu'il y avait dans les amitiés que vous cultiviez une sorte de recherche inconsciente de l'image personnelle, de l'image paternelle, veux-je dire? Parce que certains de ces hommes, Miller par exemple, était de plusieurs années votre aîné, n'est-ce pas? Je crois que oui. Il y avait les deux choses. On dit, c'est un peu simplifié, mais on dit toujours qu'on aime de nouveau les personnages qu'on perd. Alors je cherchais le père, ça dont j'avais vraiment besoin. Je voulais le guide, l'homme, le philosophe, le docteur. J'étais toujours. Mais il y avait aussi les deux frères. Alors j'avais l'amitié soit avec l'homme qui était beaucoup plus âgé ou l'homme qui était plus jeune, c'était les deux petits frères que moi j'avais soignés. Enfin. Alors il y a cet élément, il y a certainement une répétition de... Comme a dit je ne sais plus quel critique, il y avait chez vous un mélange de femme-enfant et de mère-poule. Hein? Une dualité assez curieuse. C'est aussi au cours des années 30 que vous êtes entré en contact avec la psychanalyse qui, à l'époque en France, commençait tout juste d'être connue. Voulez-vous nous en parler? Oui, j'ai justement connu le premier docteur qui a jamais amené la psychanalyse pour défendre un criminel. Et pour vous montrer comme c'était le commencement de l'analyse. On a ri de lui, on s'est moqué de lui. Il avait beaucoup de courage. Il avait toute une série d'idées et tendances nouvelles à la Sorbonne. Vous parlez de René Alandi. René Alandi, le docteur René Alandi. Et nous suivions toutes ces idées, toutes ces recherches. Alors quand j'ai senti une crise qui venait dans ma vie, j'ai été le voir. Et justement pour essayer de trouver une résolution à ce problème du père. Et chaque personne m'a apporté tellement, il m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Après, ce problème-là n'est plus revenu. Je crois que quand j'ai fait le roman du père, j'ai pu vraiment passer à un autre cycle de vie. Vous avez aussi très bien connu un autre psychanalyste célèbre, Otto Rank, qui était un rebelle du dogmatisme freudien, n'est-ce pas?
Oui, lui, il s'intéressait surtout à l'artiste. C'est ça qui nous avait attirés. Nous avions tous étudié ses livres. Il croyait que l'artiste, pour lui, c'était très important parce qu'il avait commencé à être écrivain lui-même. Et nous avons pensé qu'il mènerait l'analyse plus loin, plus profonde, enfin, en prenant l'artiste autant que l'être humain. Tandis que pour le docteur Allandi, on était simplement un cas pathologique ou névrotique, mais pas l'autre dimension ne l'intéressait pas. Il ne le prenait pas au sérieux. Tandis que Rank, oui. Seulement Rank aussi, le docteur Rank m'a enlevé le journal. Il trouvait que le journal était un obstacle à une analyse Il croyait que c'était un obstacle à la création, à l'imagination. Et ce que disait Miller, qu'il fallait laisser les choses se décanter, et le temps passer, les raconter après pour pouvoir les transposer dans une forme plus artistique, c'était justement ce que je ne voulais pas. Je sentais que la vérité, c'était dans l'instant. Et c'est aussi pourquoi maintenant j'aime tellement le cinéma. La chose prise à l'instant même, c'était la seule chose dans laquelle je croyais. Après, ce qu'on pouvait faire de beau, un conte, la fiction, le roman, n'était pas si près de la vérité. Quand vous avez fréquenté Allandi et Rank, vous en avez parlé assez abondamment dans votre journal, et ce qui a pu choquer certaines personnes qui l'ont lu, ce sont les rapports sociaux que vous entreteniez avec les deux psychiatres, tour à tour, alors que la règle d'or en psychiatrie ou en psychanalyse, c'est que l'analyste ne doit entretenir aucun rapport avec les patients qui viennent le voir, qui doit être une figure détachée. Comment expliquez-vous cette façon anticonventionnelle qu'ils avaient de se comporter? C'est très vrai. Il y a deux façons. C'est que le journal a donné l'impression que l'analyse n'était pas finie. Et dans un vrai sens, elle était finie, ou du moins, moi je sentais qu'elle était finie. C'est très vrai que les règles n'ont pas été tout à fait suivies, mais comme je disais à quelqu'un à Paris, il ne faut pas blâmer l'analyste, il faut me blâmer à moi, parce qu'une enfant qui a perdu son père est très préoccupée justement de séduire et de charmer tout le monde, parce qu'il faut qu'elle se prouve vraiment que ce n'est pas pour cette raison-là que le père est parti. Alors, ils étaient en face d'un danger, et ils se sont laissés prendre. Ils sont entrés à l'intérieur du cercle magique. Mais ce n'était pas leur faute, et c'était certainement une chose que, inconsciemment, était très nécessaire que le docteur dise justement mais non, vous n'êtes pas laide, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. C'était ma faute, au fond. Ne vous accusez pas trop. ce goût secret que vous aviez de la rébellion, de l'anticonformisme, ce même goût qui vous a fait délaisser le catholicisme, toujours à la seulement même époque, parce qu'on me défendait de lire Zola. À cause du dogmatisme ou du puritanisme qui était attaché. Est-ce que c'est un goût du même genre qui vous a fait abandonner la maison de Louveciennes, qui était très confortable, pour une vieille péniche amarrée au bord de la Seine? Oui, absolument. Voulez-vous raconter dans quelles circonstances vous avez loué cette péniche? Oui, ça c'est ce que j'appelle la circonstance du rêve qui crée la vie. Alors j'avais d'abord été voir la maison de Maupassant à Étretat. Et la tempête avait apporté un bateau de pêcheurs dans le jardin, elle l'avait déposé là, il était resté là en employé pour garder les choses de jardinage. Et alors j'avais demandé à mes hôtes si je pouvais passer la nuit là. Ils m'ont dit non, c'est tout plein de toutes sortes de choses du jardin, c'est pas possible. Alors j'ai rêvé qu'on me laissait dormir dans le bateau, et que le bateau faisait un grand voyage par la Seine pendant 20 ans. Comme j'ai toujours aimé les voyages. Alors ce rêve-là est devenu vraiment une obsession, et j'ai toujours dit que le rêve servait simplement à vous dire ce que vous voulez faire. Alors j'étais assise au café, j'ai vu un journal qui disait péniche à louer. J'ai été voir, et c'était la péniche de Michel Simon, qu'il avait construite pour y habiter avec ses singes. Et il m'a raconté l'histoire des singes. Les singes fuyaient dans les quais, effrayaient tout le monde, alors il a dû prendre une maison à la campagne. Et il louait la péniche.
certes, ça avait un sens symbolique, poétique, c'est hors de la réalité, ce n'est pas une maison, ça flotte, ça voyage. Ça correspondait vraiment à ce que j'aimais le plus. Et le soir, je pouvais m'imaginer que je voyageais, parce qu'on entendait, vous savez, le clapotis des de vagues, l'eau, on oui. pouvait s'imaginer qu'on faisait des grands voyages. Ce n'était pas un grand voyage, j'étais au Pont-Royal. Mais alors le rêve a produit la réalité a produit des contes, et puis un roman, et ça continue à nourrir l'autre, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous aviez commencé à ce moment-là à travailler à votre œuvre romanesque, dont nous n'avons encore à peu près pas parlé, mais vous avez quand même une douzaine d'ouvrages romanesques, dont 2 ont été traduits en français, si je ne m'abuse. Il y a la Maison de l'Inceste, qui n'est pas à proprement parler un roman, mais une sorte de poème, Un poème en prose, oui. Et L'espion dans la Maison de l'amour. Ah oui, que nous allons filmer. Je suis très heureuse de ça, parce que ça va être fait ici, dans votre ville. Oui, lors de son passage au sel, Jeanne Moreau nous a précisément parlé de ce projet de film tiré du livre, qui en anglais s'appelle The Spy in the House of Love. Oui. Et elle nous avait parlé de ce projet comme devant se réaliser au mois d'avril. Et nous cette sommes année, en juin. certainement, je crois, certainement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Un peu de retard, Oui. mais j'ai une productrice très douée, excessivement douée, qui a fait l'adaptation, et j'espère qu'elle pourra être le metteur en scène, parce qu'elle comprend mon livre mieux que personne, et ça sera fait ici, ce sera une production canadienne. Mhm. Et ça me fait beaucoup de plaisir que ça soit fait ici plutôt que Hollywood, quoi. Est-ce que Jeanne Moreau a donné son accord définitif? Oui, certainement, et l'adaptation est prête. Il y a eu des retards, ça arrive très souvent dans le cinéma. Est-ce que vous accepteriez d'en résumer brièvement ce qu'on pourrait appeler l'intrigue? Ah, je crois que ma productrice ferait ça mieux que moi. C'est la femme qui est divisée en plusieurs personnalités par un événement qui l'a coupée qui lui a donné une crainte de la vie, et qui a plusieurs aspects de sa personnalité. Elle essaye de les vivre, de les vivre jusqu'au bout, sans toutefois se commettre entièrement dans aucune situation. Alors elle aime, je dis, avec un côté d'elle-même, elle présente un aspect de sa personnalité, elle prend contact avec un homme, un seul aspect de cet homme, l'aspect passion, l'aspect très intense du moment, enfin. Et alors, elle tourne comme la ronde, n'est-ce pas, en montrant, et en même temps, elle sent très bien qu'elle est aimée simplement sur un plan, le plan qu'elle donne. Et elle cherche une espèce d'unité qu'elle croit pouvoir trouver dans l'amour. Elle ne se rend pas compte que c'est justement en se tournant et en ne se donnant pas entièrement qu'elle ne le trouve pas. Elle attend la personne qui va l'unifier, le grand amour qui va mettre toutes ces choses ensemble. Alors nous avons employé l'image de la peinture, vous savez, la peinture de... j'ai un trou de mémoire. Vous en avez parlé de la peinture de Deschamps. De Duchamp, pardon. Le nu descendant l'escalier. Vous voyez plusieurs fois, plusieurs femmes descendre l'escalier. C'est toute la même femme, mais qui a été vraiment séparée par un événement douloureux. Et cette femme décomposée par Duchamp, on a le sentiment qu'elle n'est pas très loin de vous, vous qui avez écrit « Je me sens comme un miroir brisé ». Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai ressenti souvent ceci, parce qu'un événement tragique vous brise quand même. Alors on doit rassembler pour faire une unité de la personnalité. Alors il y a des paradoxes dans les premiers journaux. Je peux toujours dire que c'est le premier, le deuxième, mais c'est pas dans le troisième, et ça s'arrange dans le quatrième. Mais certainement le besoin d'unité que nous avons tous, je l'ai fait par le travail. Alors, dans le cas de l'espionne à la Maison de l'amour, elle n'a pas cette ressource. Elle cherche ça dans la passion, comme si la passion pouvait la fondre en une femme, en faire une femme. Et dans le journal, il y a une autre chose, c'est que ces personnalités, comme vous dites, multiples, enfin,
toujours se réunissent pour faire le travail. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire quand on lit votre œuvre romanesque, c'est que de temps en temps, d'une part, on a l'impression qu'on est en train de relire des pages du journal qui ont été stylisées, auxquelles se sont ajoutés des éléments de rêve ou de fantaisie. Et lorsqu'il s'agit de personnages féminins, de temps en temps, on a le sentiment que c'est vous, ou presque vous, et puis au moment où ce sentiment va se cristalliser, tout à coup c'est quelqu'un d'autre. Ça évoque par exemple June, la femme de Miller, et il y a un va-et-vient continuel entre cet aspect purement fictif de vos personnages et l'aspect très personnel, très sincère de votre journal. Est-ce que ça décrit assez bien ce que vous avez cherché à faire dans votre œuvre romanesque? Oui, ça décrit très bien, je crois. C'est justement la chose que je craignais un peu dans l'artiste, c'était exactement cette transformation de la réalité, que je voulais être sûre qu'elle était là. Et alors je pouvais jouer avec le côté romancé, parce que je craignais une perte d'authenticité, puisque c'était ça qui me préoccupait. Alors dans le roman, c'est curieux parce que des fois il y a des vérités dans le roman qu'on ne trouve pas dans le journal. Mm-hmm. Par exemple, l'histoire des chiffonniers dans le journal, je raconte comme un documentaire, on va les voir, ça n'a pas un sens spécial, c'est pittoresque, mais c'est dans le conte que j'emploie ça comme un symbole des choses qu'on ne peut jamais jeter parce que quelqu'un les ramasse et elles reviennent, et c'est le passé dont on ne peut pas se débarrasser. Alors le conte apporte quelque chose, une autre dimension, mais on perd simplement le véridique. Alors je voulais les deux. Et aussi, je crois que si on va très profondément dans l'inconscient de la femme, il y a des ressemblances, plus et plus de ressemblances. Plus à fond on va. Mm-hmm. Et comme le roman ne me permettait pas d'entrer dans la conscience de Sabine aussi complètement, on ne peut pas connaître une autre aussi bien que soi-même, il y arrivait un moment où j'ai employé ma propre inconscient. Mm-hmm. Pour le personnage, c'est là où c'est fluidité que dont vous parlez. Et ces passages d'un à l'autre. Je ne crois pas vous faire injure en signalant que cette œuvre romanesque, donc qui comprend une douzaine d'ouvrages, est passée à peu près inaperçue, et ce n'est qu'à la faveur de la publication du journal qu'on commence à vous découvrir comme romancière. Et dans le même temps, vous m'avez dit que vous aviez renoncé à écrire de la fiction pour vous consacrer surtout au journal. Pourquoi? Je ne suis pas très sûre du moment, si c'était que j'ai tourné le dos au roman, parce que ce roman que je faisais, il n'avait pas de place en littérature américaine. Il y a très peu de romans poétiques comme nous, comme Giraudoux, comme Pierre-Jean Jouve, comme Djuna Barnes, Knightwood. Ça n'a pas une grande force dans la littérature américaine. Alors c'est pour ça, je crois que les miens aussi sont restés connus, tout à fait subterranean, comme le disions, underground. Mais il y a eu un moment, je crois que j'étais poussée à faire le journal parce que, pas par nostalgie du passé, pas parce que je voulais vraiment faire le retour en arrière, mais parce que j'ai vu que les personnages dont j'avais fait le portrait avaient de l'influence dans le présent. Que Miller était une influence aujourd'hui, qu'Artaud est une influence très forte dans le théâtre en Amérique. Mm-hmm. Alors ça fait un pont entre cette époque et le présent que j'aime. Enfin, c'est des ponts que j'aime faire, qui donnaient une vitalité. Il y avait aussi il y a une renaissance du doctorant, ses idées sur l'éducation. Alors c'est là où j'ai senti qu'il y avait des liens, il y avait une raison d'être pour publier ces portraits. Je crois que c'est à ce moment-là. Aussi, il y a d'autres choses, j'étais prête. J'étais prête à être plus objective. Il y a aussi le sens d'avoir beaucoup travaillé, de sentir qu'on peut faire ce travail de choix, enfin de jugement. Nous avons presque fait l'école buissonnière et à la façon même dont vous écrivez, nous sommes passés du journal à la vie, oui. De la vie au roman, du roman au journal. On parle librement. Comme... Oui, vous parlez spontanément et c'est merveilleux. Je voudrais quand même revenir
aux années qui ont précédé la guerre, aux années qui ont précédé votre deuxième retour en Amérique, parce que vous étiez à ce moment-là très lié avec un personnage assez étonnant qui paraît dans votre journal, qui s'appelle Gonzalo, le péruvien révolutionnaire. C'était à l'époque d'ailleurs de la guerre d'Espagne, qui cherchait à vous convertir au marxisme. Et vous refusiez à cette époque-là tout engagement politique. Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi l'engagement politique ne vous paraissait pas digne de ce dévouement polyvalent que vous prodiguiez? Oui, moi-même, à ce moment-là, je ne comprenais pas, parce que j'avais tendance à me dévouer. Mais dans ce cas-là, l'idée de la politique, pour moi, était une chose corruptible, corrompue. Je ne pouvais pas y croire, tant que c'était des partis, encore le dogme. C'était toujours pour moi le dogme. Il fallait être de ce côté, avec ceci, avec cela. Et ça, je ne pouvais pas faire, même si ce que souffrait le peuple espagnol me faisait souffrir énormément, mais il s'agissait d'autres forces que je sentais que je ne pouvais pas croire. Et j'ai eu raison, puisque nous savons maintenant que l'Espagne avait été manipulée par d'autres forces. Enfin, ce n'était pas la révolution du peuple. Mais alors, plus tard, dans les problèmes d'Amérique, les choses... les problèmes qu'on m'a apportés semblaient plus humanistes, plus simples. La question noire, la question des Indiens, la question de ne pas détruire la nature, l'horreur du commercialisme. Toutes les idées qu'avaient pris les jeunes étaient des choses que je mentionne dans le journal 3, de la critique que je faisais de l'Amérique dans les années 40. Alors là, je pouvais m'engager. Et vous êtes pour ces choses, je suis très engagée. Vous êtes effectivement engagée oui. à l'heure actuelle. Je fais des marches, je fais les marches contre la guerre, j'ai été aux funérailles du Dr. King. Je suis très active. Mais ça, c'est parce que ce sont des choses très simples et humanistes, enfin, qui ne me semblent pas encore corrompues par un leader ou un autre, ou manipulées. Elles sont peut-être, mais je ne crois pas. Nous allons revenir, si le temps le permet, sur ces relations nouvelles que vous entretenez avec une certaine jeunesse américaine. Et je voudrais quand même situer les étapes marquées. Le début de la guerre, donc 1939, et la fin d'un monde, Miller qui s'en va en Grèce d'abord, Laurence Durrell que vous aviez connu et qui disparaît à son tour. Vous-même, vous revenez à New York et partant de Paris à peu près inconnu, vous arrivez à New York à peu près totalement inconnu. Et je voudrais que vous évoquiez rapidement ce que furent ces années 1940 à New York. Très difficile d'abord, à cause du déracinement de nouveau. J'ai toujours protesté contre le déracinement. Devoir refaire une vie, après avoir vraiment arrivé à une vie que j'aimais beaucoup. Et aussi que mon travail ne trouvait pas de place, bien que j'écrivais en anglais. On disait non, c'est des romans étrangers, ça prend place en Europe, ça n'a aucun intérêt pour nous. Alors j'ai pris une presse. Vous avez acheté une presse à main, imprimerie, n'est-ce pas? Une presse à bras, une presse à main. Mais très, très ancienne, qu'il fallait faire marcher comme une machine à coudre. Vous imaginez, même pas avec l'électricité. Et là, le bonhomme qui nous l'a vendu a dit, vous pouvez faire des cartes de Noël sur cette imprimerie. Et nous avons fait des très beaux livres. 250, 300 livres. Vraiment avec un esprit du Moyen-Âge, que ça prenait 8 mois, je crois, pour faire rien que les, comment vous appelez, les lettres. Vous savez rien que mettre pour composer le caractère. Et alors, avec ces 300 livres que j'ai portés nous avions un magasin dans le genre de Sylvia Beach à Paris qui était très gentil avec tous les écrivains. Elle a pris les livres. Elle a montré un livre à Edmund Wilson qui était alors le grand caïd de la critique. Et lui, il a fait la critique du premier livre des contes. Et alors le lendemain, naturellement, les éditeurs sont venus. Et je suis le premier écrivain qui a pleuré quand j'ai reçu un contrat parce que j'ai dit maintenant les livres vont pas être si beaux. C'est vraiment pas beau. Et alors ça, cette difficulté-là a été... Mais le silence critique a suivi. Enfin, ils n'ont pas pu accepter ce genre de roman. Ils disaient qu'il n'y avait pas de commencement ni de fin. Ce n'était pas le roman du XVIIIe siècle, enfin, le roman réaliste, naturaliste américain. Vous avez même raconté des choses qui, aujourd'hui, paraissent absolument risibles, les conseils littéraires que les éditeurs vous donnaient, comme d'acheter le Saturday Evening Post et d'essayer d'écrire
comme Oui. des articles de Ou journaux. d'écrire Good Earth comme Pearl Buck, comme on disait, si vous pouviez faire un livre comme ça, comme le Good Earth, ça serait bien. Et vous m'avez dit que, écrivant régulièrement de la fiction, pendant 20 ans, vous avez été à peu près totalement inconnu, Oui, et en tout cas, par les jeunes. excepté par les jeunes. Oui. C'est là que Oui. nous C'est revenons là à la que- jeunesse. Qu'est-ce que vous croyez attirer les jeunes? D'abord, quelle sorte de jeunes? Oui, c'était les jeunes qui écrivaient des poésies, qui avaient lu les poètes français, qui avaient lu Rimbaud, qui connaissaient déjà Miller, enfin d'une façon aussi souterraine. C'était toute une réputation souterraine que nous avions, que nous ne savions même pas. Et c'est les jeunes qui sont venus, plutôt les écrivains, les poètes, ceux qui avaient des petites revues. Mais plus tard, c'était beaucoup plus élargi comme cercle. C'était ceux qui étudiaient la littérature européenne ou française. Et c'est le premier lien que j'ai eu. C'est vraiment le vrai lien, les amitiés. Alors peu à peu, ils sont devenus des jeunes professeurs. Oui. Alors eux, ils ont enseigné les romans et les livres. Alors ça continuait à faire une famille, enfin, avec laquelle j'étais très à l'aise. Des jeunes philosophes de 30 ans qui enseignent la religion zen bouddhiste. Tous, ils étaient avant des étudiants. Et ces 10 années de lien avec la jeunesse, finalement, est devenue très forte à cause de leurs convictions politiques aussi, anti-guerre. Alors nous sommes toujours trouvés d'accord. Est-ce que vous êtes en contact avec ce qu'on appelle la jeunesse hippie? Oui, aussi un certain genre de hippie, parce qu'il y a deux espèces. Il y a Décrivez-les. il y a ce que j'appelle les hippies qui jouent la guitare et qui savent chanter les folk songs, qui font des travaux. Je les appelle les working hippies, pas les drogués. Ceux qui écrivent, ceux qui vivent dans des bateaux, aussi dans des bateaux à Sausalito, des péniches à Sausalito. Alors, je pense que c'est le côté du journal qui montre le développement. Ils lisent ça comme leur propre histoire, leur propre difficulté. Alors, ils achètent des imprimeries, ils suivent toute cette histoire-là. Ils ont une expression « do your own thing ». Quand l'establishment n'en veut pas de vous, vous achetez une imprimerie, vous faites vos livres. Tout ça correspond à leur philosophie. Alors on s'entend très bien. Donc ce qui les attire chez vous, c'est le portrait que vous donnez dans le journal d'une rebelle, finalement, d'une personne qui rejette le conformisme de la société. Oui, qui s'en est passé, enfin, qui a pu travailler malgré l'opposition de l'establishment. Mais vous-même, parce qu'il y a maintenant plus de 50 ans que vous écrivez ce journal, quelle influence a-t-il eu sur votre vie? Je vous pose cette question-là parce que on a coutume de dire que lorsque une personne écrit ainsi un journal et qu'elle l'appelle elle-même son refuge, sa drogue, son vice secret, c'est une façon pour elle de se couper de la vie réelle, d'échapper à la vie réelle et de vivre à travers le journal une sorte de vie secrète où tout est permis, et elle a à ce moment-là tendance à se servir de la vie réelle pour l'interpréter en fonction du journal. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre cas, vous? Je pense que j'ai échappé à ça parce que c'était une habitude prise tellement jeune que c'est devenu spontané et naturel, que je n'avais pas l'impression, par exemple, que je devais avoir une vie intéressante pour avoir un journal intéressant, mais que c'était fait tellement naturellement. Vous savez, je n'ai pas une seule... je n'ai rien dû effacer. Il n'y a pas un mot effacé dans le journal. C'est écrit à la main. Vous ne vous êtes jamais regardé écrire? Non. Il n'y a pas de rature? Non, parce que du moment que vous croyez que c'est un secret, il n'y a pas cette conscience. La conscience vient des autres, non? C'est la personne qui regarde ce que vous faites qui vous rend conscient. Mais si vous restez avec votre secret, et j'ai souvent conseillé aux jeunes écrivains qui étaient bloqués de garder ce secret, parce que ça vous libère de toute la censure qu'on se fait à soi-même, des doutes, enfin, de ce qui vous empêche de dire tout. Et je crois que j'ai échappé à ce conscient de l'écrivain. Est-ce que vous Et êtes... ce détachement non plus, c'était pas détaché non plus. Est-ce que vous êtes consciente
que le journal vous a permis, en même temps qu'il offrait une matière à votre propre exploration, qui vous a permis de vraiment cerner ce qu'était la psychologie d'une femme par rapport à la psychologie d'un homme. Et ça, j'espère, oui. En le faisant peu à peu, sans rationalisation, simplement en décrivant les états d'esprit chaque jour, n'est-ce pas? Il y avait un portrait qui se faisait aussi inconsciemment, qui pouvait suivre la ligne de la psychanalyse et d'arriver au conscient, mais par des moyens très, très obscurs. L'arithmétique qui prend place dans le noir, on disait, n'est-ce pas, dans l'obscurité. Et cette sorte de rebelle que vous fûtes et que vous demeurez par certains aspects, vous a-t-elle conduit à épouser les thèses du féminisme? Là, c'est une question très délicate. Je n'aime pas le militarisme, enfin, du féminisme. Je crois que la libération vient par l'intérieur. Je ne crois pas déclarer la guerre à l'homme, par exemple. Je crois que l'homme a les mêmes problèmes, est victime des mêmes choses que la femme. Mais il y a certaines injustices professionnelles que j'aimerais voir. J'aimerais voir des femmes metteurs en scène. Je voudrais voir les femmes qui ont des revues intelligentes, qui font des commentaires politiques. Vous savez, l'américaine à qui on a dit la femme ne peut pas faire des commentaires politiques parce qu'elle n'est pas logique. Et elle a dit, est-ce que les événements sont logiques? Alors, cette connaissance que la femme a du non rationnel dans notre vie, qu'elle comprend le motif émotionnel pourquoi les êtres font certaines choses, est utile, serait utile, je crois, dans beaucoup de domaines, dans tout. Elle apporterait un autre élément. Oui. Je crois en terminant que ce qui transparaît dans votre journal transparaît aussi dans la conversation que nous venons d'avoir. Et cela peut se résumer par une phrase que vous avez écrite et qui est peut-être une des plus significatives de toute votre œuvre. La phrase, je la traduis de mémoire, « La compassion est la seule clé qui permette d'atteindre les autres êtres humains. » Et je vous remercie beaucoup, Anaïs Nelly. Merci.